Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick et aujourd'hui, pour ce début d'année, déjà, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux et je vous propose tout de suite de commencer par un test d'un casque de réalité virtuelle et pas n'importe lequel, puisqu'on va tester un casque de la société Varjo. Et ça, pour ceux qui connaissent, vraiment, ça va envoyer du très lourd puisque on est sur un modèle très haut de gamme, aussi bien en termes de qualitatif que en termes de prix, on en reparlera un petit peu plus loin dans le test. Et déjà, comme d'habitude, je vous propose d'aller très rapidement, vous allez voir, ça va aller très vite, sur la séquence d'unboxing pour voir ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Alors déjà, il faut comprendre tout de suite que c'est pas un casque autonome, c'est pas comme un Quest, donc on va pas pouvoir le mettre sur la tête et aller se balader un petit peu partout avec. Ici, il va falloir le brancher quelque part, pas loin d'un mur, sur une prise électrique murale. À l'extrémité, on trouve donc la partie alimentation qui va venir se brancher juste derrière cet adaptateur qui, comme vous pouvez le voir, donc détient un prolongement pour aller se brancher en électrique, mais aussi deux autres câbles. Il va falloir le connecter à votre PC en USB-A 3.0, mais également à votre carte vidéo avec ce DisplayPort. Et de l'autre côté de l'adaptateur, c'est là où on va venir brancher le casque de réalité virtuelle en USB-C. Et le voilà, tadam, notre casque super cher de Varjo. Et encore, c'est pas le plus cher, celui-ci c'est le modèle Varjo Aero. Donc c'est clairement un casque qui est avant tout destiné, faut le dire, à des professionnels. Mais si vous êtes vraiment passionné et que vous voulez un autre type de réalité virtuelle, vous pouvez également acheter ce modèle. C'est possible, on parle juste après un peu du prix, du rapport qualité-prix, de ce qu'il apporte, etc. Vous ferez une idée à travers ce test. Bien évidemment, on va essayer de rester le plus objectif possible et le plus factuel possible à l'intérieur de ce test. Et je précise que Varjo nous l'a prêté quelques jours pour vous en faire cette revue. Allez, petit tour du casque déjà, comme vous pouvez le voir ici, il est quand même assez séduisant. En tout cas, moi je trouve qu'il est plutôt réussi d'un point de vue design avec sa surface glossy juste à l'avant là qui est du plus bel effet. Sur le côté, on trouve deux petits boutons qui vont permettre de naviguer dans les menus du casque puisque ce casque dispose de menus par exemple pour aller calibrer l'eye tracking ou l'écart pupillaire. Je pense que vous l'aurez peut-être remarqué avec sa sangle est extrêmement travaillée. C'est une des sangles les plus high-tech, les plus pro que j'ai vu jusqu'à présent, avec ici un réglage vertical qui va vraiment permettre de régler le casque sur la position la plus idéale par rapport à la forme de sa tête. On a même un serrage possible de la partie frontale, le front va venir se poser ici. La vis de serrage à l'arrière, bon, c'est quelque chose d'assez classique. Ce qui manque peut-être sur le casque d'un point de vue sangle, c'est peut-être un bouton qui rapidement permette de glisser d'avant en arrière et pouvoir comme ça le retirer rapidement. C'est vrai que c'est un casque qui est un petit peu long à positionner sur sa tête. La surface glossy à l'avant est quand même assez séduisante, mais il faudra quand même faire gaffe à pas trop mettre les doigts dessus, ça marque assez rapidement. Vous le voyez au-dessus et en dessous, on a des petites trappes d'aération, et donc ça va permettre de garder le casque, on va dire, avec une certaine fraîcheur. C'est assez agréable, c'est vrai qu'il est pas chaud du tout, contrairement à d'autres casques qu'on avait pu tester où là on avait beaucoup de chaleur. Bon, après c'est encore l'hiver, il fait pas trop chaud chez moi, il faudra voir l'été. À l'intérieur, je sais pas si vous verrez, mais on a ici une très belle protection du visage, elle est très confortable, elle est pas trop large, donc ça c'est plutôt bien, je pense qu'on perd pas trop en champ de vision. Comme je dis, elle est assez moelleuse, elle est agréable à la peau, on est sur une espèce de simili-cuir, mais plutôt de luxe, je la trouve plutôt travaillée. On le voit pas forcément, mais à l'intérieur, on a de l'eye tracking, donc c'est des capteurs qui vont nous permettre vraiment de capter la position des yeux pendant toute la session et d'auto-calibrer la distanciation des lentilles. C'est-à-dire que les deux lentilles permettent de régler l'écart pupillaire et ça peut même se faire en automatique si on active l'option. Simplement en pointant ses yeux en face d'un petit point qui va apparaître, eh bien ces lentilles vont se régler automatiquement selon votre écart pupillaire. Et ce réglage de l'intervalle pupillaire va de 57 à 73 mm. Et c'est pareil, je sais pas si vous verrez, mais j'essaierai de vous faire un gros plan dessus. On a des lentilles qui ont une forme un peu particulière. Vous verrez que d'ailleurs la forme des lentilles et surtout leur largeur n'est pas le point fort du casque, mais par contre elles sont, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir en réalité virtuelle dernièrement, elles ne sont pas sur une technologie Fresnel. C'est-à-dire que vous voyez, on voit pas les stries à l'intérieur des lentilles, et ça fait partie par contre des points forts du casque. Et là, je vous ai à peu près tout dit sur la partie, on va dire, design, conception du casque. On va aller tester ses spécificités juste après dans le laboratoire. Mais c'est presque un peu décevant de s'arrêter là. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, on n'a pas de micro, on n'a pas d'écouteurs. En lieu et place d'écouteurs, eh bien, c'est juste ici, vous aurez un port jack qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'intégrer votre solution au casque. Après, vous pourrez le faire en sans fil si vous voulez avec votre propre solution. Mais en tout cas, voilà, on pourrait quand même regretter. Encore une fois, on est sur un casque très haut de gamme en termes de tarifs. On pourrait quand même espérer avoir une vraie solution audio intégrée
à l'image d'un HTC Valve Index, un HP Reverb G2 ou ce genre de choses au minimum. Bon, d'après le descriptif, ils fournissent quand même des écouteurs et un petit micro à l'intérieur de la boîte. Le poids est annoncé à 487 grammes pour le casque, 230 grammes pour la sangle, on vérifie ça tout de suite, et voilà le poids réel mesuré, et pas de contrôleur ni de station de base, et ça c'est un peu gênant parce que le casque se base sur cette technologie, donc c'est une technologie ultra précise, qui repose sur des projections laser et qui est ultra millimétrique, donc en termes de qualité c'est vraiment top. Par contre c'est une solution assez onéreuse et que là on n'a pas dans le casque par défaut qu'il faudra venir acheter en complément. Juste pour ceux qui se poseraient la question, vous le voyez sans doute ici, on a quand même pas mal de place à l'intérieur du casque, il est pas mal réglable donc ça permet de le desserrer si besoin, et j'arrive assez bien à y glisser ma paire de lunettes. Faudrait pas qu'elle soit beaucoup plus large, mais pour une paire de lunettes comme celle-ci, ça rentre assez bien. Et je peux vous dire que les lunettes, ça va bien être utile pour le test de netteté, puisqu'il va approcher très fortement des limites de ma vue. Vous allez le voir dans le test juste après. On appelle pour ça le dock. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemblait le casque une fois porté. Donc il ressemble à ça. Moi je trouve qu'il est plutôt joli. Alors il est pas fin, il est pas étroit, c'est quand même un truc assez imposant, mais il est quand même plutôt réussi d'un point de vue design. Et on rejoint tout de suite le doc dans son laboratoire pour les tests chiffrés. Allez, je sais que vous l'attendiez tous, voici donc le retour du doc dans le laboratoire pour aller tester ce petit bijou. Et donc nous voici partis pour notre fameuse batterie de test à l'intérieur du labo. On commence comme d'habitude par parler un petit peu de la fréquence avec le jet de balle. Et donc le jet de balle nous permet de constater quoi? La fluidité, voir si les balles ont un bel aspect bien fluide. Alors, on va pas tergiverser longtemps, je vous donne juste le chiffre à retenir. Cet écran est cadencé à 90 images par seconde, vous pouvez sans doute le voir dans la capture d'écran, et donc 90 images par seconde, c'est une belle fluidité. Ce n'est pas ce qu'on a vu de mieux, on a déjà vu du 120 images par seconde, du 144 images par seconde sur le Valve Index par exemple, 120 sur le Quest 2. Ici donc 90 images par seconde, c'est ce qu'on avait avant sur le Quest 2, avant qu'il passe à 120. C'est largement raisonnable pour de belles expériences, même si encore une fois je le dis, on a connu mieux. Hop, j'arrête le jet de balle et je passe aux performances. Alors là, il faut juste savoir que je me suis mis en élevé par défaut, le niveau par défaut, dans le logiciel Vario. Ils offrent pas mal de paramètres qui permettent de gérer la netteté ou d'autres paramètres et donc ainsi de choisir si on choisit plutôt la fluidité ou la qualité ou bien d'autres paramètres. Et bien ici donc je me suis mis sur le niveau qui propose par défaut, c'est pas le niveau le plus optimal, il y a des niveaux nettement au-dessus et comme vous pouvez le voir je suis à peu près à 50 images par seconde sur ce niveau-là, ce qui est pas trop mal et donc ça veut dire que il pourra tourner, parce que là je suis vraiment sur une scène qui fait exprès de pousser le casque dans ses retranchements. Ce niveau-là me permettra de faire tourner la plupart des jeux avec des performances assez fluides, à condition bien sûr d'être très bien équipé, puisque là je suis sur une 3080 Ti. Je l'ai refait en niveau maximal, j'étais plus qu'à 31, 32 je crois images par seconde. En gros j'obtiens les mêmes résultats avec la 3080 Ti de Vodka en termes de performance que ce que j'obtenais avec ma 2080 sur un HTC Vive Pro 2 sur le niveau maximal. Ça vous donne un ordre d'idée. Avant de parler des sujets les plus intéressants, volontairement on va aller déjà faire un petit tour du côté des couleurs et des contrastes. Alors, un petit point sur les couleurs, ils s'en vantent pas mal sur leur fiche produit du côté de Vario. Eh bien écoutez, je dois reconnaître que j'ai rarement vu des couleurs aussi belles sur un écran qui ne soit pas OLED, puisque malheureusement l'écran n'est pas OLED. Et c'est vrai que je pense que c'est le meilleur écran LCD que j'ai pu voir jusqu'à présent. J'ai un très beau rendu des couleurs. J'ai également pas mal de contrastes, j'ai une vraie distinction de plage de contraste qui part du 1 jusqu'au niveau à peu près 41, 42. C'est vraiment top comme résultat. On a du coup beaucoup de gamme de noir. Alors on n'est pas sur du complètement noir, bien évidemment. Dalle LCD oblige. On aurait aimé sans doute des noirs un peu plus profonds, des blancs un peu plus éclatants. Donc un peu plus de contraste. Il faudra s'en contenter avec cette dalle LCD, mais on est vraiment dans le haut du panier de ce qu'on peut connaître en réalité virtuelle aujourd'hui sur des écrans LCD. Et tout ça, je pense que ça vient aussi des lentilles, tout simplement puisque les lentilles ici sont
pas Fresnel. Et donc c'est une technologie beaucoup plus plane, donc j'ai beaucoup moins de pertes de lumière, hein. J'ai pas ces halos lumineux que je peux retrouver dans d'autres casques de réalité virtuelle. C'est super agréable, c'est-à-dire que j'ai dans cette séquence là où j'ai mis volontairement un point blanc éclatant sur une scène noire, j'ai très peu de ce qu'on appelle le lens glare, de rayons lumineux. C'est dans ce que j'ai observé le moins en réalité virtuelle jusqu'à présent. Là encore, c'est presque un sans faute. Honnêtement, si les prochains casques sortent avec si peu de lens glare, je m'en contenterai largement dans la prochaine génération. C'est très très agréable. Par contre, il y a un défaut. Il y a un défaut sur ces lentilles, il y en a même plusieurs d'ailleurs, mais je commence déjà par celui-ci. On a des aberrations chromatiques, c'est-à-dire que même là, quand je regarde en face de moi, ce cercle blanc, je vois dans ses contours une légère dérive de lumière, un peu arc-en-ciel, et ça c'est un petit peu gênant parce que généralement c'est assez bien corrigé de façon logicielle par les fabricants, et là visiblement ils n'ont pas mis tous les efforts sur le logiciel qu'on aurait pu espérer. Le texte est vraiment éclatant, donc c'est-à-dire qu'il est très très net, il ne fuite pas du tout en termes de lumière, il est très lisible, c'est vraiment très bon. Et autre chose aussi gênante, qui pourrait peut-être être corrigée aussi d'un point de vue logiciel, c'est que on a véritablement des déformations assez importantes sur les côtés du champ de vision. Et là, vraiment sur les 30-40 degrés, quand même, je dirais, de la vision périphérique, on a des déformations qui apparaissent. C'est assez flagrant sur les côtés. En haut et en bas, là, on a carrément un effet d'une espèce de pixelisation qui se crée un peu bizarre. Bref, c'est sur ces extrémités du champ de vision, c'est pas les meilleures lentilles, loin de là. Et pour malheureusement finir sur une touche un petit peu également négative sur ces lentilles, alors que vraiment le côté plat, j'adore, on va aller tout de suite tester le champ de vision et c'est là que ça va fâcher légèrement. Alors ça dépend bien évidemment du relief de l'œil, donc ça va dépendre des mesures que je fais de chacun aura les siennes, mais moi vu que je fais systématiquement ce test là, ça permet au moins de comparer les casques. Voilà, donc je reste confortable, je serre à maximum, je règle bien les lentilles pour avoir un maximum de champ de vision devant la tête et j'obtiens avec ce casque 102 de champ de vision horizontal, 80 seulement de champ de vision vertical. Alors 102 déjà horizontal, c'est pas génial, mais alors 80, c'est vraiment faiblard, c'est vraiment le champ de vision le plus bas que j'ai pu tester jusqu'à présent dans des casques de réalité virtuelle modernes. Et ça, c'est une vraie faute pour un casque pour moi haut de gamme. Heureusement que ce casque se rattrape sur les autres critères, mais ici véritablement je trouve que pour bien comprendre, ça donne un effet un peu tunnel, comme si je regardais à travers une paire de jumelles complètement rectangulaire. C'est vraiment dommage parce qu'autrement, ce qu'on appelle le sweet spot, le point de netteté est vraiment large sur ces lentilles, sans doute du fait qu'elles soient planes, mais malheureusement ce champ de vision vient noircir un petit peu le tableau. Donc le test de distance, je le rappelle, c'est assez simple à comprendre. En gros, je mets un texte ici qui va partir selon les distances et à chaque distance, alors bon, j'avance assez vite sur les casques que je sais nettement définis, je vois une lettre au loin et il faut que je la sélectionne dans les cases ici. À partir du moment où je n'arrive plus à obtenir sur une dizaine, une quinzaine de tentatives la moyenne, c'est clairement je n'arrive plus à lire à la distance observée et donc j'arrête le test et je note la valeur. Et ça me permet comme ça de comparer la netteté dans la profondeur des casques et donc je trouve que c'est assez représentatif de la perception de netteté. Et sur ce casque, alors j'ai mis mes lunettes parce que vraiment sinon à un moment donné j'étais pénalisé par ma propre vue sans lunettes, pourtant je suis pas non plus, je dois être à du 8 sur 10 ou du 9 sur 10, je suis pas non plus quelqu'un qui a de grosses défaillances oculaires, mais vraiment arrivé à une certaine distance, je n'arrivais plus à percevoir les différentes lettres et je vous donne le score que j'ai obtenu avec mes lunettes. Tadadam, suspense. Donc ça, c'était jusqu'à présent le Cador, le HTC Vive Pro 2. Donc j'arrivais à peu près à lire jusqu'à ces 70 mètres en fait. Bon là c'est un peu mal écrit, mais c'est 70 mètres de distance entre moi qui m'écarte de moi et de ces lettres affichées. Eh bien, j'ai réussi à passer. Ça c'est cool. Bon, c'était assez convenu, sachant qu'on a peu de lens glare, un champ de vision un peu plus faible, des dalles mieux définies, on a un rapport de pixels. En plus, les optiques sont normalement prévues pour favoriser les pixels aux endroits où ils sont attendus. Donc vraiment, on s'attendait à avoir un bon score. Je suis content, j'ai pu donc dépasser le Cador, mais surtout, je l'ai dépassé assez largement, puisque j'ai réussi à percevoir les lettres, à matcher la moyenne de score à 85 mètres de distance. Et ça, c'est véritablement waouh. Pour se donner un ordre d'idée, c'est à peu près 2 fois la distance que je percevais dans un Valve Index. Donc, on a un casque ici qui est 2 fois plus net, c'est ça qu'il faut comprendre.
Vous l'aurez compris, pas de test de son aujourd'hui, tout simplement puisque je n'en vois aucun intérêt, sachant qu'il n'y a pas de solution intégrée et que vous pourrez mettre celle de votre choix. Ça décoiffe dans tous les sens du terme et je rends tout de suite la main à Nick, je quitte la tenue du doc pour vous parler un petit peu de l'usage en jeu. Ah là là, je peux vous dire que Half-Life Alyx dans ce casque, c'est vraiment remarquable. C'est-à-dire que ici, j'ai la sensation quasiment d'être dans la scène. C'est bluffant tout simplement puisque je n'ai pas d'effet de grille, ou vraiment quasiment pas. Il faudrait vraiment le chercher pendant un long moment pour le percevoir. J'en ai pas du tout. Et en plus de ça, je n'ai pas de crénelage. Donc c'est vraiment très très beau. J'ai une belle perception des profondeurs. C'est très bluffant. L'autre truc très sympa, c'est que ici j'arrive parfaitement à lire les sous-titres, pour ceux pour lesquels des fois il manque un peu de pixels pour arriver à les percevoir. Et bien ici on n'aura pas du tout le souci, on lit parfaitement tous les textes qu'on peut avoir dans le jeu. Alors d'ailleurs que ce soit les sous-titres ou que ce soit des textes écrits sur les murs ou sur ce genre de choses. On va aller dans la salle juste à côté d'ailleurs et je vais vous montrer ce que ça donne. Et quand je vous disais que j'avais véritablement été bluffé dans certaines scènes, c'est typiquement dans ce genre de séquence tout à fait anodine qu'on se retrouve complètement en effet de présence, déjà parce que les textures sont très belles. Mais en plus de ça, c'est que si je me rapproche, je vais mettre ici, je peux parvenir à lire tous les textes, y compris les plus petits. Et ça donne une sensation d'immersion qui est assez incroyable. Alors on pourrait se demander à quoi ça sert, comme ça me sert de relever ces compteurs-là. Pas à grand chose dans le jeu, mais par contre quand je me mets sur un plan large comme celui-là, le fait de pouvoir distinguer les lettres de chacun des appareils rend l'expérience assez bluffante, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un écran classique. C'est juste des textures plaquées, simples, en 2D, enfin entre guillemets, sur un écran plat. Là, j'ai la sensation d'être en présence dans le monde et je peux véritablement déchiffrer ces textes qui sont très loin. Et ça, je ne pouvais pas le faire sur les anciens casques de réalité virtuelle, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas assez nets. Même avec le G2, j'avais pas eu cette sensation-là. Là, vraiment, je peux parfaitement lire tous les textes, y compris les plus petits qui sont là. C'est assez bluffant. C'est vraiment dommage qu'on ait cette sensation d'être enfermé dans des petites jumelles. Encore une fois, je reviens sur le champ de vision. Pour moi, c'est le gros défaut de ce casque. Qu'on ait également ces petites déformations sur les côtés et dessus, c'est en fait les seuls éléments qui casseraient vraiment la présence dans cette expérience. Alors j'aime beaucoup cette démo, même s'il faut avoir une carte graphique vraiment très puissante. Là je suis sur une 3080 Ti pour la faire tourner de façon à peu près fluide, même si je sens que ça lag très légèrement. En tout cas, cette démo est véritablement bluffante. Elle est mise à disposition par Vario et on est ici dans un monde entièrement photogrammétrique, on va dire. Donc c'est de la captation réelle qui ensuite a été modélisée en 3D. Alors on voit quand même des approximations sur les modèles 3D. Ça donne un effet assez bizarre d'ailleurs, un mix entre le réel et le virtuel, mais les textures étant plaquées, étant ultra photoréalistes, avec véritablement de vrais effets d'ombrage, de lumière, qu'on aurait sans doute moins dans une application plus classique. Ici, c'est assez bluffant. Je me sens véritablement immergé dans la scène. Ça fait bizarre. Ça fait véritablement bizarre, et de pouvoir se déplacer dans cette séquence, ça l'est encore plus. C'est ce que j'adore avec la réalité virtuelle et du coup ces casques qui arrivent au fur et à mesure, c'est qu'on arrive encore à être surpris quand on voit ces technologies arriver, avec ici ces dalles qui sont ultra nettes, je le disais pendant les tests, elles sont carrément mises en valeur dans ce genre d'expérience et j'ai jamais été sans doute aussi immergé dans un monde virtuel que là au moment où je vous parle. Le jour où on pourra jouer dans des jeux photoréalistes comme ça, on s'y croira, vraiment on s'y croira, comme si on était à l'intérieur du jeu. J'ai hâte. Pour les professionnels qui veulent véritablement suivre les mouvements des yeux de l'utilisateur, savoir qu'est-ce qu'il a regardé, à quel moment, on peut imaginer pour des études marketing ou des études d'efficacité dans l'emploi, on peut tout à fait imaginer capter toutes les données que vous voyez apparaître à l'écran. La position des yeux est en plus assez sympa puisque elle est, comme vous pouvez le voir à l'écran, visible à travers l'application de Vario et ça fait un peu bizarre de voir ses yeux bouger comme ça. Je vous les mettrai du coup à côté pendant toute l'expérience, mais vous pouvez le voir, c'est assez efficace. Il y a vraiment, en tout cas de mon côté, aucune latence perceptible entre le moment où le capteur se déplace sur la cible, identifie l'endroit où je regarde, et le moment où j'ai la sensation de le faire réellement. J'ai vraiment pas de latence.
Il faut dire que le eye tracking est cadencé à 200 Hz sur ce casque, hein. Ça fait normalement 200 positions par seconde, et c'est vraiment une fréquence qu'on a rarement vue dans un casque de réalité virtuelle. Ça pourrait logiquement ouvrir la voie à du rendu fovéal, hein, c'est-à-dire la possibilité de ne rendre net que la partie centrale de l'écran, mais là malheureusement j'ai pas de démo à mettre sous la main. J'ai cru voir qu'Unreal allait intégrer bientôt pour les développeurs ce genre de fonction native, donc peut-être qu'on aura plein d'expériences ensuite qui permettront ça, et ça permettra bien évidemment de gagner énormément de performance, puisqu'on n'aura plus que le centre de l'écran. Là par exemple je regarde l'avion là-bas, on n'aura plus que lui à rendre vraiment net, et le reste de l'écran on pourra le rendre beaucoup moins net, ça sera pas du tout gênant, et comme on le voit, vu que c'est du temps réel, en termes de captation de la position des yeux, logiquement ça devrait pas du tout se voir pour l'utilisateur, ou très peu. Alors bien sûr, les fanas de simulation vont se régaler, hein, que ce soit dans Squadron, que ce soit dans Flight Simulator, que ce soit dans ce genre d'expérience, hein, que Varjo nous ont mis à titre d'exemple dans un cockpit. On peut lire tous les instruments, et là encore, c'est tout simplement bluffant, on s'y croirait, on se croirait dans l'environnement. Encore une fois, par contre, ça demande énormément de ressources, donc c'est la contrepartie, hein. Il va falloir soit accepter un framerate un peu plus bas, et profiter ainsi de l'expérience de netteté maximale, soit bien sacrifier un petit peu cette netteté pour retrouver de la fluidité. Petit défaut des fois, avec l'autocalibration, on regrettera tout simplement que ça met un peu de temps, donc ça peut être vite gênant. Je sais pas si c'est désactivable, mais c'est vrai que sinon pour les développeurs, hein, ils peuvent vite galérer à chaque fois qu'ils baissent ou réouvrent la visière. Et même dans des jeux beaucoup moins photoréalistes, hein, on appréciera énormément cet apport de netteté. Là, Sense and Sinner, c'est un peu un mix entre du photoréalisme et en même temps de la BD. Moi, j'aime bien ce style. Et là, typiquement, encore une fois, je me sens très immergé, hein, du fait de cette netteté. Vraiment, c'est quand même très annonciateur des prochaines générations de casques grand public, hein. Je pense qu'on commencera à toucher ces définitions avec le Quest 3, avec le Project Cambria. Et du coup, les amis, vous allez vraiment vous régaler, hein. Je pense que ça va être assez sympa quand on va avoir cette définition par défaut dans l'ensemble des casques de réalité virtuelle qui seront mis à disposition. Oh là là, je me suis fait attraper par derrière. Alors bien évidemment, vous pourrez aussi jouer à des jeux type Beat Saber, hein, où vous devriez vous régaler du fait de la netteté. Bon, après honnêtement, acheter un casque comme ça pour jouer à ce genre de jeu, ça serait sans doute assez abusé. Bon, au moins le gros avantage, hein, c'est qu'on voit bien dans la profondeur. Autre usage très sympa, bien évidemment, le visionnage de films. Là encore, le casque s'y prête totalement, hein, du fait qu'on ait très peu d'effets de grille. C'est très net, et celui qui se destinerait à utiliser ce casque pour ce type d'usage, il sera logiquement pas déçu. Bon, après, ça fait quand même chéro le cinéma virtuel. Et donc, voilà pour ce test du Varjo Aero. J'espère que ce test vous aura plu. Donc comme je le disais, eh bien en termes de rapport qualité-prix, il est quand même très cher, hein, puisque on n'a pas les contrôleurs, on n'a pas les stations de base, et le casque coûte la modique somme de 2000 €. 2000 € hors taxe. Donc si vous êtes un particulier et qu'en plus vous prenez les contrôleurs, vous comptez bien 3000 € avec les stations de base. Si vous êtes professionnel et que vous n'avez pas les stations de base ou les contrôleurs, il faudra également compter 500 € de plus. Donc on est plutôt sur une plage de 2500 à 3000 € pour s'équiper complètement avec ce casque de réalité virtuelle. Et moi, honnêtement, pour 3000 €, j'espérais quand même un casque parfait, intégrant une solution audio, intégrant peut-être un meilleur champ de vision, sans déformation sur les côtés de l'image, peut-être une solution sans fil intégré. Bref, je trouve que si pour un professionnel qui cherche vraiment la netteté, c'est ce qu'on a de plus net aujourd'hui pour ce prix-là, hein, il n'y a pas photo. C'est sans doute pas dans ce qui se fait de mieux, mais on n'a pas encore testé les modèles plus haut de gamme de Varjo, ça doit vraiment envoyer du très lourd, hein, puisque là déjà je trouve ça assez bluffant à ce niveau-là. On a le eye tracking à 200 Hz, donc pour celui qui voudrait l'utiliser, l'exploiter pour ses applications professionnelles, ça peut être intéressant aussi. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'applications grand public qui l'exploitent, donc ça reste un peu limité pour un particulier qui voudrait acheter ce casque pour cette fonction-là. Et donc je le recommanderais vraiment pour ces clients de cette cible-là. Pour tous les autres, j'aurais du mal à vous recommander ce casque-là. Les particuliers très intéressés pour un casque qui apporte beaucoup de netteté, je vous recommanderais quand même plus un HP Reverb G2 par exemple, ou un Pimax. Certains Pimax envoient vraiment du lourd en termes de définition, voire même un HTC Vive Pro 2. Vous en aurez peut-être pour 2-3 fois moins cher. Alors certes, l'expérience sera peut-être pas aussi aboutie visuellement parlant en termes de netteté encore, mais vous serez sans doute pas si loin que ça, et l'écart ne justifiera sans doute pas l'écart de prix constaté avec ce casque Varjo. Voilà, quand même je dis bravo à Varjo de proposer d'autres choses, d'aller peut-être plus loin que ce que propose la concurrence, et ça c'est toujours cool, ça fait je pense avancer les productions
en réalité virtuelle. Moi j'espère vraiment que vous aurez apprécié le test de ce casque, peut-être autant que moi j'aurais apprécié de le tester parce que c'est quand même un beau bébé et je me suis vraiment régalé, je le redis, mais en termes de netteté d'image, je me suis vraiment régalé. Si c'est le cas, bien sûr, vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait, vous lâchez un petit plus, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien au référencement Google aussi, on va pas se mentir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.